Je suis quand même interloqué par cette présentation, M. Président. Vous nous avez habitués pourtant à des présentations plus concises et fouillées. C'est aujourd'hui la fin du mythe du meilleur gestionnaire de France. La Chambre est indépendante du pouvoir politique. Ses magistrats sont inamovibles. Les décisions de la Chambre sont collégiales. Les magistrats instruisent un charge et un décharge. La procédure est contradictoire, vous l'avez souligné, je vous l'accorde. La commune a pu formuler pendant toute la durée du contrôle ses explications, dont la grande majorité n'a pas été jugée pertinente ni fondée par les magistrats. Il est temps d'arrêter de mentir aux salariés. Vous affirmez que c'est vous qui avez dit aux magistrats qu'il y avait des problèmes dans les comptes. Un petit rappel historique s'impose à partir des articles de Barbe-Tarbeau. Le docteur Bernard Pellissier, élu de l'opposition, qui siégeait sur le mandat précédent, vous avez alerté sur les dérives financières et vous lui aviez répondu qu'il devait retourner à l'école maternelle pour réapprendre à compter. Bien, vous confirmez et vous persistez dans la bêtise. Novembre 2009, je conteste devant cette assemblée les analyses du consultant financier, M. Mathissen, du cabinet Clofer, et je lui dis qu'il travaille sur des comptes erronés et que forcément ses conclusions sont fausses. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises que les budgets étaient faux. Vous me répondiez, les finances sont saines. Et vous en avez même enchaîné en nous traitant de pompiers pyromanes, malvoyants, sourds, menteurs, ânes et autistes. Est-ce que c'est le cas de la CRC, monsieur le maire? En préambule, la Chambre écrit, après avoir entendu le rapporteur et pris connaissance des conclusions du procureur financier, les mots sont importants, procureur financier, la Chambre a arrêté le 18 avril 2012 le présent rapport d'observation définitive. Il est rajouté toujours dans ce préambule, je cite, M. Ferdinand Bernard a fait parvenir à la Chambre une réponse qui, engageant sa seule responsabilité, est jointe au présent rapport d'observation définitive. Ce rapport de la Chambre a la portée d'un jugement. C'est une décision prise par des magistrats après les conclusions du procureur financier. Le législateur a prévu un débat obligatoire à l'issue de ce rapport définitif. C'est significatif de l'importance que revêt ce document aujourd'hui. Vous contestez la rigueur ainsi que le contenu de ce rapport, vous minimisez les conclusions de la Chambre dans le dernier livre qui est en cours de distribution, mais je suggère aux salariés d'avoir à l'esprit que ce n'est pas l'opposition qui parle, mais des magistrats compétents et indépendants. Entre ces magistrats et un homme politique qui ne veut pas perdre sa place et ses avantages, à qui font-ils confiance? Je vais reprendre 9 points en citant les magistrats, ce que cela signifie en langage clair, et l'interprétation qu'il faut en faire. D'ailleurs, sur ces 9 points, vous ne les avez pas abordés, M. Colombo. Premier point, les budgets 2009 et 2010 votés et présentés aux salariés ne sont pas sincères. Souvenez-vous des longues messes avec le cabinet Cloper, les affirmations péremptoires dans la revue municipale. Vous en souvenez? Non, ça vous fait rigoler, mais vous rigolerez peut-être moins. Oui. Alors, je cite, j'ouvre les guillemets, ce ne sont pas mes mots. La situation de fin d'exercice 2009 et 2010 est en réalité fortement déséquilibrée par suite de plusieurs facteurs. Sous-estimation des dépenses, insuffisance de provisions et créances irrécouvrables, et conjuguée à une surestimation des recettes, type de recettes comptabilisées sans possibilité d'encaissement ou mauvaise répartition des recettes. S'y ajoutent des comptabilisations erronées, rattachement prématuré de recettes sur des exercices. De surcroît, les restes à réaliser en recettes d'investissement s'avèrent surévalués à hauteur de 2 millions d'euros en 2009 et 1,35 million d'euros en 2010. La Chambre a en conséquence estimé en accord avec la collectivité le déficit réel de la collectivité à 8,5% des recettes de fonctionnement fin 2009, soit 2,6 millions d'euros, soit 17 millions de francs par exemple, et sans remarque de la collectivité à 12,80 fin 2010, soit 4 millions d'euros, soit 26 millions de francs. Rien que ça. Lors de la messe Cloper, les budgets, je vous le rappelle, étaient excédentaires. On nous les a fait voter excédentaires. En bref, au cas particulier, lorsqu'on prend les propos de la Chambre, tels qu'ils ont été écrits par des magistrats indépendants, il s'agit d'un délit, celui de faux en écriture publique. Ce comportement est répréhensible par le Code pénal. Imaginez un seul instant, chers salariés, un PDG d'une PME qui va devant son conseil d'administration et qui lui dit nous sommes en 2011, mais figurez-vous qu'en 2009 et 2010, je vous ai présenté des budgets qui étaient bénéficiaires, et bien mince, en fait, ils sont déficitaires.
qu'est-ce que vous croyez qui se passe dans la vraie vie, dans la vie économique? Ben, soit le PDG démissionne, soit il démissionne. Vous déclarez avoir aujourd'hui réglé la situation. Ah oui, heureusement. Mais emprunter pour combler les trous et faire reposer de nouvelles dettes sur des salariés qui ne sont pas nés, ce n'est pas digne d'un bon gestionnaire. Point numéro 2. Obligation pour la Chambre de rétablir la vérité. Je cite, j'ouvre les guillemets, compte tenu de l'ampleur de l'insincérité budgétaire décelée lors du contrôle, il s'est avéré nécessaire de rétablir la vérité des comptes en corrigeant les écritures. Ces corrections apportées par la Chambre ont une incidence sur l'équilibre budgétaire. C'est pourquoi l'analyse financière réalisée à partir des comptes administratifs et de gestion doit être relativisée, voire corrigée. Ce sont des magistrats indépendants qui le disent et qui l'écrivent. En bref, cela veut dire que l'insincérité budgétaire a donné l'impression que les comptes étaient équilibrés alors qu'ils sont déficitaires. Point numéro 3, forcément, on constate qu'il y a une partie visible sur ces irrégularités dans le budget. La commune ne paye pas ses créanciers dans les délais. Je cite, j'ouvre les guillemets. La Chambre constate qu'entre 70% et 80% des factures de l'exercice sont payées hors du délai réglementaire de 40 jours en 2009 et en moyenne avec un retard de 21 jours. Ces tensions résultent d'une insuffisance d'autofinancement et surtout de l'insincérité comptable qui sera mise en évidence, les comptes ne reflétant pas la réalité de la situation financière de la commune. Je ferme les guillemets. Est-ce là encore une erreur de vos collaborateurs, monsieur le maire? La situation est telle que vous payez la majorité des factures en retard. Un bon gestionnaire ou un bon père de famille, comme vous aimez nous le dire, paye ses factures à temps. Point numéro 4, capacité de désendettement. Ah, là aussi, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? J'ouvre les guillemets. Après les corrections sur 2009 apportées par la Chambre, la capacité de désendettement atteint le niveau critique de 23 ans pour 2009 au lieu de 8 ans. 23 ans pour 2009 au lieu de 8 ans. La capacité de désendettement, c'est un calcul théorique en année qui reprend donc le montant total de la dette qu'on divise par la capacité d'un financement brut et on arrive à une durée en année, sachant que le seuil d'alerte, monsieur le maire, le seuil d'alerte est à 12 ans, on est à 23 ans. Et pourtant, vous avez écrit dans le devis, vous nous avez présenté sur ici ces rapports Clougher avec votre conseiller financier, pas de monsieur Colliot, je parle de monsieur Mathissen, 23 ans. C'est pas ce que vous nous aviez présenté. Point numéro 5, le marché de rédaction du bulletin municipal. La Chambre constate deux périodes différentes, avant 2010 et après 2010. J'ouvre les guillemets pour avant 2010. Le recours à une simple décision du maire et à une convention sans mise en concurrence constitue une violation manifeste des règles de la commande publique. C'est grave. Violation des règles de la commande publique. Après 2010, j'ouvre les guillemets, ça vous fait sourire. En définitive, selon l'analyse de la Chambre, il apparaît que les critères du marché public ont été manipulés afin de retenir le prestataire habituel de la commune, déjà chargé de la réalisation de cette prestation des années antérieures, en dépit d'une offre sensiblement plus coûteuse, en atteste le caractère peu discriminant du critère prix et inversement. Les écarts importants constatés sur les critères techniques ne justifient pas de manière évidente les différences de prestations proposées. Autre irrégularité sur ce marché, je sais pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes, donc des magistrats. Le montant du marché aurait dû être évalué pour un montant supérieur au seuil de 193 000 sur 4 ans et faire l'objet d'un véritable appel d'offres. C'est pas moi qui le dis, ce sont des magistrats. En bref, il nous semble que cette analyse de la Chambre est réprimée par le Code pénal. C'est un délit de favoritisme, corruption active, corruption passive, ainsi qu'un trafic d'influence. Point numéro 6. Le marché des prestations juridiques, là aussi, la Chambre constate deux périodes différentes, 2009-2010 et après, puisqu'il y a eu un marché. Pour 2009-2010, je cite la Chambre régionale des comptes, la Chambre a relevé que dans ce cas, le maire avait outrepassé sa délégation qui était plafonnée en 2009 à 208 000 puis à 193 000 à partir du 1er janvier 2010. De surcroît, la délibération du Conseil municipal aurait dû être soumise au contrôle de l'État. C'est-à-dire que là, on est sans filet de sécurité,
Vous prenez des décisions seuls, de manière où vous avez outrepassé donc cette délégation, mais en plus, c'est même pas soumis au contrôle de l'État. Marché public, donc pour les prestations juridiques, vous en faites un. Il est mentionné dans ce rapport, j'ouvre les guillemets, le maire aurait souhaité plutôt traiter avec le cabinet d'avocats, prestataire habituel de la commune, pourtant mal classé et non sélectionnable, selon son adjoint délégué à l'urbanisme, au juridique et au contentieux. Ce dernier l'avait mis en garde contre les risques encourus par un courrier du 15 décembre 2009 qui soulignait l'obligation de respecter le classement des offres effectuées par la commission spécialisée. D'ailleurs, cet adjoint l'a payé cher puisque vous avez tous voté sa destitution devant cette assemblée. Point numéro 7. C'est pas ce qu'il a dit avant matin, Madame Aubert. Ben, il a été interviewé dans matin. Monsieur Corcouille, votre tour va arriver. Parce que je ne sais pas si vous mesurez la portée des termes de la Chambre régionale des comptes. Il y a des délits qui sont pénaux, il y a un auteur, oui, et il y a des complices, bien sûr, aujourd'hui. Vous n'avez pas le flot de venir. Bien sûr. Alors, le recrutement, point numéro 7. Recrutement du directeur de cabinet de M. le maire à 6 000 € hors taxe par mois. C'est pas mal. Envoyez vos CV à M. le maire. Non. Au vu, c'est écrit par la Chambre régionale des comptes. Vous ne pouvez pas dire que c'est 6 000 € hors taxe. Soyez au sérieux. J'ai la convention, je vous l'enverrai si vous voulez par courrier. C'est d'ailleurs vous qui me l'avez donné, mais bon, je ne sais pas. Vous devez lui rester 4 400 €. Non. La commune payait 6 000 € hors taxe. Donc TTC, vous imaginez, elle a supporté ça. C'est pas un problème de savoir s'il a des charges ou pas. Oui, non mais écoutez, là, en matière de chiffres, je ne vous fais plus confiance, monsieur le maire. Le recrutement du directeur de cabinet, j'ouvre les guillemets. Donc je cite les magistrats. Au vu des missions ainsi décrites de la position du prestataire dans l'organigramme de la collectivité, en tant que directeur de cabinet et du fait même qu'il a été désigné comme interlocuteur de la Chambre tout au long des opérations de contrôle, il apparaît qu'il s'agit d'un emploi de collaborateur de cabinet, bien sûr. Mais que celui-ci n'a pas été recruté selon la procédure prévue par les textes relatifs aux collaborateurs de cabinet. Je cite toujours la Chambre régionale des comptes. Ce montage a permis de contourner plusieurs règles. Les mots sont forts. Ce montage a permis de contourner plusieurs règles. Tout d'abord, la limitation à 2 du nombre maximum de collaborateurs de cabinet. De surcroît, le recrutement est effectué sans délibération du conseil municipal, mais dans le cadre de la délégation dont dispose le maire pour passer les MAPA, alors même que le conseil municipal doit délibérer sur le nombre de collaborateurs et de cabinets. C'est encore une accusation grave, réprimée encore une fois par le code pénal. Point numéro 8. Permis de construire personnel de monsieur le maire. Donc là, c'est ce que nous avons toujours affirmé, mais c'est mieux quand c'est affirmé par des magistrats. Le fait qu'un adjoint ait délivré le premier permis de construire à monsieur le maire constitue une prise légale d'intérêt. Et là, je félicite le courageux salarié qui a déposé plainte devant le procureur de la République. Le procureur de la République va, je pense, juger l'affaire assez pertinente, puisqu'il a dépaysé auprès de son collègue du procureur des Bouches-du-Rhône. Et là, la justice suit son cours. Point numéro 9. Les frais de représentation du maire et l'utilisation des moyens mis à cette disposition. J'ouvre les guillemets, je cite toujours le rapport. Le maire dispose également d'un véhicule de fonction et d'une carte d'autoroute. Le Code général des collectivités territoriales ne prévoit pas l'attribution de voitures de fonction aux exécutifs locaux, de même que la circulaire du 15 avril 1992 relative aux exercices des mandats locaux ne reconnaît pas la possibilité par des mandats directs, pour les assemblées locales, d'attribuer des voitures de fonction à leurs élus. Elle organise seulement, bien sûr, la prise en charge des frais kilométriques. Je cite toujours la Chambre. De surcroît, il a été relevé que des frais connexes à la mission de premier magistrat de la commune sont pris en charge par la collectivité, par des mandats directs ou des remboursements, ces derniers faisant double emploi avec le paiement des frais de représentation. C'est pas moi qui le dis, ce sont des magistrats. En clair, la Chambre conclut que les frais du maire sont supportés des fois par la commune. C'est une honte. C'est une honte. Les salariés ne travaillent pas et ne payent pas des impôts pour financer ça. Je vous demande de rendre immédiatement les véhicules.
ainsi que tous ceux qui en bénéficient, élus, employés, doivent restituer aujourd'hui leur véhicule. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers Samariens, ce n'est pas parce que les irrégularités sont corrigées aujourd'hui, trop comblées par des emprunts, que les faits n'ont pas eu lieu. Faux en écriture publique, prise illégale d'intérêt, délit de favoritisme, trafic d'influence, détournement de fonds publics, abus de confiance. Qu'il s'agisse d'erreurs volontaires ou involontaires, il y a des responsables. Monsieur le maire, il y a des responsables. Rassurez-moi, vous avez déposé une plainte au nom de la commune. Il me semble que notre commune doit sauvegarder l'intérêt des salariés en déposant plainte, chose que vous n'avez pas fait depuis le mois d'avril, a priori. Vous avez peut-être le dire. Vous êtes maire depuis 1989, 23 ans aujourd'hui. Admettons qu'un maire ne puisse pas contrôler tout ce qui se passe dans sa mairie. Néanmoins, Sanary n'a pas la taille de Marseille. Mais la Chambre insiste sur le fait que vous preniez une grande partie des décisions seuls, ce qui signifie que vous engagez votre propre responsabilité dans ces dossiers. De surcroît, vous avez souhaité assumer la qualité d'adjoint aux finances, vous avez fait preuve de votre incapacité à administrer la commune, votre équipe n'a plus l'autorité nécessaire pour conduire les affaires de la ville. Pour l'ensemble de ces motifs exposés par les magistrats, et en attendant une décision de justice, vous ne pouvez pas décemment demander aux Sanariens de vous renouveler leur confiance. Nous demandons à monsieur le maire, qui n'a plus aucune légitimité, ni intellectuelle ni morale, de démissionner de son mandat de maire et de conseiller municipal pour le bien-être des citoyens de notre ville. Le plus tôt sera le mieux pour Sanary et pour lui. Des contribuables sanariens dont je fais partie vont déposer plainte dès demain entre les mains du procureur pour tous ces chefs d'accusation. Je termine en appelant à la conscience des élus de la majorité. Vous ne pouvez plus aujourd'hui cautionner. Monsieur Collignon, on va vous apporter, on ne va pas vous répondre à tout parce que c'est un protest incommensurable, mais il y a quelques points sur lesquels Monsieur Collignon... Vous m'excusez, mais Monsieur Collignon n'est pas élu, il est employé de la ville, et je veux des explications du maire de la ville. Ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir, vous inquiétez pas. Monsieur Collignon, il a un privilège par rapport à vous et par rapport à moi. Est-ce que vous fuyez vos responsabilités, monsieur le maire? Bon, maintenant, écoutez, maintenant vous me laissez parler, je vous ai écouté, bon, ça va. Hein. Monsieur Collignon, il a un privilège par rapport à vous et par rapport à moi. C'était pas moi, je vais répondre moi à ma part, j'ai envie de répondre. C'est qu'il n'est concerné en rien sur la période contrôlée. D'une part. Donc, ce qu'il dit ne le concerne pas, et donc je pense qu'il ne va pas dire des choses qui sont contraires à ce qu'il pense, premièrement. La deuxième chose qui me paraît importante, monsieur Thomas, c'est que vous faites un peu semblant de ne pas voir certaines réalités. Alors je vais vous les rappeler tout à l'heure.